Ce terme de communication est très bancal pour notre pratique clinique. Bien que les écoles de communication se développent à une vitesse surprenante, pour nous, ce terme s'apparente plus à un dialogue de sourds qu'à la possibilité d'une parole vraie. Qui n'a pas entendu un proche discourir pendant de longues minutes sur la manière dont il devait comprendre, interpréter un SMS reçu au choix par une compagne ou un patron? Ce que Freud a justement créé, c'est un dispositif qui visait à ce que l'être puisse accoucher d'une parole qui fasse poids, une parole qui lui permette progressivement de donner une autre direction à sa vie. Si la psychanalyse a une spécificité, c'est bien celle de traiter le langage d'une manière différente. Lacan nous dit en 1954 « La parole pleine est celle qui vise, qui forme la vérité telle qu'elle s'établit dans la reconnaissance de l'un par l'autre. La parole pleine est parole qui fait acte. Un des sujets se trouve après, autre qu'il n'était avant. C'est pourquoi cette dimension ne peut être éludée de l'expérience analytique. Nous ne pouvons pas penser l'expérience analytique comme un jeu, un leurre, une manigance illusoire, une suggestion. Elle met en cause la parole pleine. Il nous indique donc par là qu'il faut différencier la parole pleine des autres formes d'échange langagier. La parole authentique a d'autres formes, d'autres moyens que le discours courant, nous dit-il cette même année. Ainsi, il nous rappelle la direction à suivre. Quelles que soient les évolutions techniques de notre monde, l'être humain est un être parlant, et c'est ce qui l'engage d'une manière particulière avec l'existence. Il n'a pas le choix de s'inscrire dans le monde autrement qu'en ayant affaire au registre symbolique. Il nous revient alors la tâche, lorsque l'être l'accepte, de lui faciliter l'accès à ce registre pour qu'il puisse le nouer avec ceux du réel et de l'imaginaire, d'une manière qui tienne la route pour lui, selon sa structure. J'évoquais tout à l'heure que les technologies de la modernité m'avaient été très utiles dans mon parcours clinique. Je pensais là surtout à mon expérience sur la ligne du CETU. Ce service d'écoute téléphonique d'urgence a été mis en place il y a quelques années par Fernando de Amorim et est aujourd'hui assuré par plusieurs cliniciens du RPH. C'est une ligne sur laquelle nous répondons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il me semble que c'est un très bon exemple d'un travail clinique avec les outils de notre modernité. Il m'a donc servi de point de départ pour ma réflexion d'aujourd'hui. Pour vous donner une idée, nous recevons des appels très variés sur cette ligne. Ce peut être pour une urgence, la personne disant être très angoissée ou ayant envie de mourir, mais ce peut être tout autant pour prendre un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre. La question de la gratuité possible des séances est aussi une des motivations d'un certain nombre d'appels. Ainsi, si le fait que ces échanges aient lieu au téléphone nous situe au moment 1 de la cartographie, certains appels semblent plus du côté du besoin, quand d'autres s'apparentent déjà à une plainte ou une demande. Or, cette plainte ou cette demande ne nous amène pas directement au moment 2, bien que ça soit marqué par ici, pour la raison qui est que, pour le moment, cette plainte et cette demande s'adressent à n'importe qui. C'est là que nous pouvons différencier aussi le champ d'un appel sur notre ligne directe de celui reçu dans le cadre du CETU. Les permanences sur cette ligne nous donnent particulièrement matière à réfléchir sur la façon de traiter le discours. Lorsque j'ai commencé ces permanences, très vite, des questions me sont venues plus largement dans ma pratique clinique, en particulier sur la manière de réagir face à une demande ou un appel en tenant compte de leur voie d'arrivée. On peut en effet penser que si un appel ou une demande se fait aujourd'hui tant par un SMS, un mail, un forum ou un appel téléphonique, cela implique que nous ayons une stratégie adaptée à chaque fois pour manier le transfert, le faire naître, l'installer et le nourrir. Pourtant, ce n'est pas du tout le discours général que nous entendons. La plupart du temps, ces questions techniques sont vite évacuées. Or, il est bien des questions sur notre technique qui se posent lorsque l'on reçoit, comme cela nous arrive souvent au CETU, des appels de personnes disant ne pas pouvoir, par exemple, sortir de chez elles pour venir nous rencontrer. Comment traiter ce type d'appel? Quels repères allons-nous trouver pour guider nos interventions pendant ce moment d'échange au téléphone? Mais partons de cette question. Cette question donc qui est « Que visent les interventions que nous pouvons faire en tant que cliniciens au téléphone ?» Cela nous invite d'abord à nous demander dans quel champ nous devons opérer. La spécificité de la psychanalyse est de travailler d'une manière particulière avec le transfert. Si nous avons à cerner le fonctionnement de l'économie psychique de chacun des patients et psychanalysants que nous recevons, nous ne pouvons le faire que sous transfert. Pourtant, lorsqu'une personne nous appelle sur le CETU, le transfert n'est pas encore installé. Nous sommes donc au moment 1 de la cartographie, comme je l'ai déjà signalé. Notre travail va donc consister à faciliter la naissance et l'installation du transfert.
L'appel implique donc de travailler dans un champ transférentiel inexistant ou presque. Un clinicien va alors y proposer de ne pas entrer dans un échange où il serait juste une oreille, en sorte de poubelle, où l'appelant pourrait venir se vider de son angoisse, sa peur ou encore de sa colère. Cela ne sera possible que si le clinicien peut supporter de ne pas savoir et de ne pas pouvoir agir. Or, du côté de l'appelant, nous trouvons régulièrement sur le CETU cette recherche d'une personne qui sache leur indiquer ce qu'ils doivent faire ou penser. Nous sommes déjà facilement mis à cette position de sujet supposé savoir, et nous devons souvent éviter d'y être piégés. J'ai le souvenir des premiers appels que j'ai reçus sur le CETU. J'étais très perdue, pourtant j'avais déjà eu l'occasion d'user de la cartographie dont nous nous servons au RPH. Mais pour ce qui était de me débrouiller au téléphone à 1h du matin avec une personne qui commençait à me parler de son délire de persécution, c'était une autre affaire. Car au téléphone, tout va très vite, et notre seul guide est la parole du patient, et éventuellement, de l'appelant même, plus que patient, donc la parole de l'appelant, et éventuellement ce que nous indique notre audition, comme par exemple le bruit d'un moteur. Je parle du bruit d'un moteur car il m'est arrivé plusieurs fois d'interroger des personnes pour savoir si elles étaient en train de conduire ou au moment où elles appelaient. Et après confirmation, de devoir leur demander de me rappeler lorsqu'elles seraient garées. Ce petit exemple montre qu'au téléphone, le clinicien est parfois déjà amené à chercher la possibilité d'une castration symbolique du côté de l'appelant. Pour cela, et c'est là que je disais que tout se joue du côté du clinicien, il est nécessaire que celui-ci ne souhaite pas être gentil, être apprécié par l'appelant, le consoler, le sauver, ni qu'il ait envie d'aider tout le monde. C'est un exercice très délicat, car le téléphone, en raison de l'absence d'une rencontre des corps, facilite d'autant plus un emballement imaginaire, même du côté du clinicien. Avec une visée similaire, le clinicien ne cherchera pas non plus à être à la disposition de l'appelant. Il va s'organiser pour être disponible, mais juste ce qu'il faut. C'est pour ça que les personnes qui assurent des permanences sur le CETU le font tout en continuant à vivre leur vie. Elles travaillent, font du sport, vont au restaurant, dorment, mais gardent leur téléphone allumé pour pouvoir répondre lorsque l'appel arrive. Nous avons vu qu'un appel téléphonique n'est donc pas quelque chose de simple. Il mobilise du côté du clinicien toutes ses ressources techniques et l'amène, bien que le transfert ne soit pas encore installé, à devoir pourtant déjà en manier ce qui peut en être naissant. Cela en prenant garde avant tout au piège de la relation imaginaire. À propos de ces techniques utilisées pour travailler dans le cadre d'un appel, il me semble qu'elles se révèlent justifiées par les mêmes repères que ceux que nous utilisons en séance. Nous n'y avons accès par contre que dans un champ opératoire spécifique. Il se restreint à cette parole sur les ondes sans la rencontre des corps qui est un support d'une possible mise en acte de l'inconscient, tel que le formule Aurélie Capobianco. Et comme nous l'avons vu, de cette parole, nous allons essayer de faire naître le transfert. Par transfert, ici, il faut peut-être préciser ce qui ne l'a pas encore été, c'est que ce que nous visons à installer est un transfert propre au cadre psychanalytique. Ce transfert qui permet la réactualisation des conflits infantiles sur la personne du psychanalyste. Il faut voir là l'image qu'utilise Fernando de Amorim d'un cône donc à l'envers, où le discours qui en haut du cône vise n'importe qui, et où donc nous pourrons repérer des transferts multiples, donc sur le médecin, l'éducateur, la famille, finit par devenir transfert uniquement sur la personne du psychanalyste. C'est dès l'appel un des buts de notre travail. Il ne s'agit en aucun cas d'empêcher ces transferts multiples du côté du patient, mais de nourrir le transfert psychanalytique, ou du côté de l'appelant, mais de nourrir le transfert psychanalytique afin, comme Fernando de Amorim nous le dit dans son séminaire d'Avicenne, de favoriser le transfert avec le désir de savoir. Je disais qu'une des particularités du CETU est donc justement qu'un appel s'adresse au départ à n'importe qui, puisque l'appelant ne sait pas qui va lui répondre. Merci. Il va s'agir pour nous de transformer cet appel à n'importe qui en possible demande, et cela passe dans un premier temps par le fait de chercher une voie pour que l'appelant puisse formuler quelque chose de ce qu'il fait souffrir. Il me semble que cette technique correspond à ce que Fernando de Amorim souligne dans ce même séminaire lorsqu'il nous dit la chose suivante. Du refoulement, nous n'en savons rien, mais il faut que le psychanalyste fasse un vote de confiance aux symptômes, le messager du refoulé. Toute la clinique psychanalytique est organisée autour de cette confiance du psychanalyste au message apporté par le symptôme. Mais la psychanalyse n'en reste pas là.
Elle ne vise pas à domestiquer ou à écraser carrément le symptôme. Elle lui passe la parole, le fait parler. Une fois que le symptôme transforme son langage en parole, ce qui était symptôme devient parole de refoulé. Ainsi, le psychanalyste vit avec son temps. Il peut être résolument moderne en ayant un site internet ou en utilisant un smartphone. Pour autant, il est invité à la prudence car il est averti des pièges cliniques que peuvent receler ces nouvelles voies offertes pour communiquer.